Voilà, donc effectivement, j'ai travaillé dans le cadre d'une thèse de sociologie sur l'accès à la protection des mineurs non accompagnés avec un focal sur, cette procédure, cette fameuse procédure d'évaluation, de la minorité et de l'isolement des mineurs non accompagnés. Pour rappel, mais je pense que c'est vraiment, de l'ordre du rappel, donc les mineurs isolés ou mineurs non accompagnés sont des jeunes de moins de 18 ans qui sont présents sur le territoire français sans représentant légal. Majoritairement, il s'agit de jeunes garçons, adolescents entre 16 et 17 ans pour la grande majorité d'entre eux, venant d'origine plutôt d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et de l'Asie du Sud majoritairement. Voilà, alors, face à ces jeunes-là, la France, s'est engagée puisqu'elle est signataire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant depuis 1989 et donc la France est engagée à garantir la protection de tout enfant, en danger selon un principe de non-discrimination. Ce qui veut dire indépendamment de son origine, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa religion et cetera. C'est un engagement qui, a été appliqué du coup dans le droit, français, et donc traduit par un dispositif d'accueil, et de prise en charge socio-éducative qui est un dispositif sur le papier complet et suffisant pour, a priori, assurer la protection de ces jeunes, à l'instar de tout mineur, français qui se retrouve en danger, sur le territoire. Le problème, entre guillemets, c'est que pour accéder à cette protection, donc ces jeunes doivent passer par une évaluation de la minorité, qui est réalisée par les services départementaux, ou par des associations auxquelles, le département, délègue cette mission d'évaluation. C'est un dispositif qui s'est construit progressivement dans le droit, français avec, une première étape en 2013 avec la circulaire Taubira, puis progressivement, plusieurs textes de loi ont été, ajoutés en 2016, en 2018. Concrètement, comment cette évaluation se réalise? Ça passe par plusieurs examens qui peuvent être ordonnés. D'une part, l'authentification des documents d'état civil, l'expertise médico-légale, donc principalement la radio du poignet ou de la clavicule, la prise des empreintes digitales dans le cadre du fichier AEM, le fichier d'aide à l'évaluation de la minorité, qui permet de centraliser, depuis 2018, les données sur l'ensemble du territoire français dans l'objectif officiel d'éviter ce qu'on va appeler le department shopping. On retrouve vraiment la même logique que les accords de Dublin, hein, voilà, une fois que le jeune a posé une demande, à un endroit, si cette demande est déboutée, on va faire en sorte qu'il ne puisse pas, faire une demande ailleurs. Et puis, depuis 2013, la méthode de l'évaluation sociale, sur laquelle je vais principalement, voilà, focaliser, la suite de mon propos, qui consiste en un ou plusieurs entretiens, durant lesquels l'évaluateur va interroger, le jeune évalué sur sa trajectoire. L'objectif ici est d'évaluer, de conclure au caractère vraisemblable ou non de l'âge que le jeune allègue. Et donc pour cela, plusieurs thématiques vont être abordées, la thématique de la famille, de la scolarité, du mode de vie, dans le pays d'origine, du motif migratoire, de la trajectoire migratoire, de l'arrivée en France et des projets du jeune, une fois arrivé en France. Cette méthode de l'évaluation sociale, elle s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler l'idéalité de la parole libre, c'est-à-dire un idéal d'une parole authentique, libérée, qui, dans les années 2000, a consacré en protection de l'enfance, notamment et en action sociale, plus largement, la méthode de l'entretien social. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, là je m'appuie sur les travaux de Philippe Artière qui parle de biographie subie et je pense que ça fait écho beaucoup à plusieurs, plusieurs prises de parole depuis hier. On constate que l'acte narratif, c'est-à-dire le fait de se mettre en récit, de se raconter, c'est aujourd'hui une contrepartie très courante dans les services sociaux, en protection de l'enfance notamment, et c'est ce qui fera dire à Isabelle Astier que l'on vit dans une «société biographique» entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut, être capable de brandir une identité, individuelle, un récit,
biographique acceptable pour pouvoir être accepté et pour pouvoir avoir accès à ces droits. Le problème, c'est qu'ici, cette méthode est appliquée dans un contexte de suspicion généralisée, qui est très similaire en fait à ce qui se passe dans l'asile. On est sur une politique de la preuve. Progressivement, et on le voit de plus en plus ces dernières années, la présomption de minorité, ce qu'on appelle la présomption de minorité, c'est-à-dire le fait de partir du principe que le jeune en face de nous est mineur, et puis ensuite on va évaluer la situation. Ce principe-là est progressivement mis de côté. Moi, j'ai souvent entendu les qualificatifs candidats à la minorité, hein, on va qualifier ces jeunes de candidats à la minorité, qui doivent être mis à nu dans leur histoire, dans leur corps, dans leurs souvenirs, qui doivent correspondre aux attentes institutionnelles qui sont très souvent implicites et parfois même contradictoires, je reviendrai là-dessus. Alors, il y a eu certaines tentatives d'harmonisation de ces pratiques d'évaluation à l'échelle nationale, mais ce qu'on constate, c'est que l'évaluation de l'âge continue de faire problème profondément. En témoignent tout simplement les taux de reconnaissance de la minorité qui varient énormément d'un département à l'autre, d'une période à l'autre, voire d'un évaluateur à l'autre. Des taux extrêmement hétérogènes. Pour plusieurs raisons. D'abord, dans les représentations des évaluateurs et dans les représentations des Français de manière générale, des Occidentaux, si on peut généraliser, l'âge est indexé à une date de naissance. Le problème, c'est que celle-ci n'est pas toujours enregistrée, elle n'est pas toujours certifiée, ou quand elle est enregistrée, en fait, la certification peut être considérée comme factice. Ça, c'est le premier point important. Et puis le deuxième point, c'est que les mineurs non accompagnés sont assimilés, entre guillemets, aux étrangers, qui sont perçus comme un danger pour la société d'accueil, puisque, voilà, là, je n'apprends rien à personne, mais donc depuis les années 70-80, les populations migrantes sont de plus en plus représentées comme faisant augmenter le chômage, comme cherchant à instrumentaliser les systèmes de protection sociale, comme nous mettant en danger par des caractéristiques primitives, par leur, entre guillemets, folie sexuelle, par la délinquance, par la folie meurtrière, etc. Ou encore d'être à l'origine d'une, entre guillemets, décadence civilisationnelle, voire d'une colonisation inversée. Voilà, des représentations de la dangerosité des personnes migrantes qui ont justifié progressivement, à partir des années 80, l'institutionnalisation des pratiques d'étiquetage et de tri entre les acceptables d'un côté et les indésirables de l'autre. On voit très fortement cette logique dans l'asile, également dans le droit au séjour, mais aussi dans la protection de l'enfance pour les mineurs non accompagnés. Voilà, ce prisme de la sécurité qui vient justifier en fait ces pratiques de sélection, d'étiquetage, sont très fortement présentes dans le traitement institutionnel des mineurs non accompagnés, plus largement des populations migrantes, et on l'a beaucoup vu ces derniers temps, notamment dans le cadre des échanges autour de la loi Asile-Immigration. Du coup, la conséquence de ça, c'est que l'évaluation de l'âge relève de l'incertain, du tâtonnement, du dilemme, du ni vrai ni faux. C'est un contexte d'incertitude omniprésente, et c'est ce contexte d'incertitude qui est la porte d'entrée à la protection de l'enfance pour les mineurs isolés. Et donc, du coup, la question qui se pose ici, c'est, dans ce contexte-là, comment la décision se prend ? Sur quels critères, explicites, implicites, sur quel type de justification, comment se construit le jugement face aux jeunes évalués, quels sont les procédés qui sont mis en place par les évaluateurs, parfois par les juges aussi, pour contourner le doute, pour essayer de réduire ce doute qui est omniprésent. Donc moi, ça a été ma démarche dans le cadre de ma thèse qui a montré que justement pour réduire ce doute, l'évaluateur va créer, entre guillemets, un champ de mine, une série de balises, de points fixes qui vont lui permettre de sortir du dilemme. Le problème, c'est que ce champ de mine va avoir tendance à faire sortir l'évaluation du champ de la protection de l'enfance, pour le faire rentrer vraiment dans une pratique de gestion des migrations. Donc,
très rapidement, voilà, pour vous présenter un peu la méthode de mon travail. Donc, c'est une thèse que j'ai réalisée entre 2013 et 2018, avec des données que j'essaye de remettre à jour régulièrement, hein. Donc, c'est une enquête de terrain qui a duré 3 ans sur les départements du Val-de-Marne, de Paris, Seine-Saint-Denis et de l'Essonne. J'ai fait le choix d'une enquête très immersive, très participative, puisque je me suis fait embaucher par France Terre d'Asile en tant qu'intervenante sociale évaluatrice, ce qui m'a permis voilà, une posture de la double casquette, hein, qui m'a permis d'observer les évaluations de façon directe, de construire un corpus de 726 signalements et de 200 rapports d'évaluation. Et ça m'a permis aussi de réaliser un certain nombre d'entretiens auprès des acteurs concernés, notamment voilà, les évaluateurs, les juges, les administrateurs, etc., les élus. Alors, cette évaluation qui se fait dans un contexte, donc je le disais, d'incertitude omniprésente, au fond, n'a pas vraiment d'outil fiable qui permet d'évaluer l'âge. Et donc, du coup, ce que je suis allée chercher, c'est ce sur quoi s'adosse la décision des évaluateurs. Et donc, j'ai repéré 5, ce que j'ai appelé des topics de justification qui permettent en fait de démontrer la très grande instabilité de cette pratique de l'évaluation. Donc, je vous présente ces topics de justification, ces schèmes de justification qui permettent au fond de justifier, de donner une légitimité à la décision. Mais vous voyez que vous verrez que ces topics de justification, voilà, font sortir du champ de la protection de l'enfance la procédure d'évaluation. Alors, la première justification, elle se fait par le droit. C'est les critères qui sont les plus valorisés en général. C'est ce qu'on va appeler la recherche de données, entre guillemets, objectivables ou objectives. C'est la réponse à la demande institutionnelle. Il faut aller chercher des données objectivées. Donc, concrètement, ça va se traduire par la présence de données chiffrées, par exemple sur les années de scolarité, sur l'âge des frères et sœurs, sur la date du décès d'un parent, etc., qui vont permettre de faire des calculs pour reconstruire une trajectoire biographique du jeune évalué. Pour cela, le parcours scolaire est particulièrement efficace, ce qui, entre parenthèses, pénalise, et ça j'ai pu le démontrer statistiquement, ce qui pénalise les jeunes qui n'ont pas été scolarisés ou qui ont été scolarisés en école coranique, donc en dehors du système national. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième type de données recherchées, c'est l'étude des documents d'état civil, qui concrètement, dans les rapports d'évaluation, vont se traduire par une lecture critique faite maison, entre guillemets, un peu artisanale, par des personnes qui ne sont pas formées pour évaluer l'authentification de ces documents d'état civil, et une lecture faite maison qui cherche à conclure sur l'état de validité de ces documents. Alors, d'une part, ça peut mener à des erreurs, ça j'en ai été témoin, et d'autre part, ça pénalise les enfants qui n'ont pas été déclarés à la naissance, ce qui pose la question de l'accompagnement à la reconstruction de l'état civil, qui est encore trop peu présente dans la prise en charge des mineurs non accompagnés. La deuxième justification sur laquelle les rapports d'évaluation peuvent s'adosser, c'est la légitimité nationale, physique et ou comportementale, et en fait la mise en place de ce qu'on pourrait appeler des catégories préétablies dans lesquelles on fait tomber les jeunes. Je m'explique. En réalité, ce qu'on constate, c'est que quelles que soient les données objectivables, entre guillemets, recueillies, ces données ne pourront jamais être vérifiées, puisque la plupart d'entre elles relèvent du déclaratif. On est sur du déclaratif et donc faible élément de preuve, entre guillemets. Et du coup, c'est le sentiment de conviction de l'évaluateur va d'abord s'appuyer sur ces catégories préétablies dans lesquelles tombe le jeune. C'est-à-dire que le jeune est catégorisé dès son arrivée selon ce qu'on appelle en sociologie des typologies, selon une classification qui va en fait mobiliser d'emblée toute une série de stéréotypes, une série d'attentes, une série d'anticipations. Et effectivement, selon la nationalité, selon l'apparence physique, selon le comportement du jeune, l'évaluateur va mobiliser une grille
de lecture qui va organiser sa manière de mettre en doute le récit du jeune. Par exemple, on a pu observer un rejet quasi systématique de certaines nationalités dans une sorte de naturalisation de la culture, c'est-à-dire que telle nationalité, par essence, par nature, développerait telle stratégie pour mieux instrumentaliser le dispositif. Et donc, voilà, une écoute beaucoup plus sévère à l'égard de certaines nationalités. Bien entendu, ça, ce n'est pas explicité dans les rapports d'évaluation. Hein. On ne lit jamais la conclusion « ce jeune n'est pas mineur parce qu'il est malien ou parce qu'il est… etc. » Par contre, c'est voilà, ce sur quoi s'adosse la décision qui relève plutôt d'un implicite. Une autre grille de lecture observée, c'est les comportements des jeunes qui vont permettre d'étiqueter ces jeunes, puisqu'on voit apparaître pour le coup dans les rapports une opposition entre d'une part le jeune à protéger, qui va être qualifié de passif, apeuré, fragile, soumis, en souffrance, naïf ou enthousiaste, joueur, émerveillé, émerveillant, etc. C'est l'infirme, entre guillemets, pour reprendre la notion de Goffman, qui est opposé à celui qui est illégitime, qui est à contrôler, et qui lui prend la parole, qui est réfléchi, désinvolte, autonome, qui cherche à sortir de sa position de dominé, qui cherche à revendiquer ses droits, etc. Et en fait, ce que dit Erving Goffman, un sociologue américain, c'est que quand l'individu stigmatisable n'est plus identifié comme l'infirme, alors le soupçon apparaît. Quand il ne correspond plus, quand il ne se comporte plus comme un infirme, alors on le soupçonne. Voilà. Ça, c'était le deuxième topic de justification. Le troisième que j'ai pu observer, c'est la justification par le mérite. Qui rend visible au fond une moralisation de l'accès à la protection. Pourquoi? Parce que la protection, dans pas mal de cas, va se justifier pour les évaluateurs par le mérite qui s'argumente par les capacités d'intégration supposées. Une personne méritante va être décrite comme étant désireuse de travailler, qui a un projet, qui est en demande, entre guillemets, qui a un comportement propice à l'insertion, qui a un bon niveau de français, qui est agréable, poli, de bonne volonté, curieux, persévérant, débrouillard, qui vient d'une famille qui l'encourage à faire des études, etc. Là, on retrouve ce que Robert Castel appelle l'effervescence occupationnelle, entre guillemets, du pauvre méritant. C'est-à-dire ce pauvre méritant qui fait preuve d'initiative, qui peut s'insérer dans ses projets, mais tout en gardant le sourire. Et donc là, on est face à une dimension morale forte de la norme, au prisme de laquelle les discours et les actions des jeunes évalués sont jugés, sont analysés. C'est d'autant plus visible quand le couperet de la faute du démérite tombe, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas le standard de la politesse, par exemple, ou qui sera estimé comme ne convenant pas à une prise en charge socio-éducative. Et donc, on part du principe que ce jeune-là, il va fuguer de toute façon parce qu'en fait, il ne correspond pas à ce que l'ASE souhaite lui proposer. Et donc, dès le stade de l'évaluation, il est évincé du dispositif. Cette moralisation de l'évaluation, elle est d'autant plus renforcée quand l'évaluateur juge avec son corps, avec ses sentiments, avec ses émotions. Et donc là, on arrive à la justification suivante qui se fait par le besoin, par la nécessité. On retrouve souvent dans les rapports d'évaluation des récits de souffrance, ce qui est qualifié d'éléments de vulnérabilité, qui sont là dans l'objectif de présenter le jeune évalué comme nécessitant une protection. La protection devient un besoin, un impératif. Et là, encore une fois, on n'est plus sur la question de l'âge, on est sur la question du besoin. Et donc, on va trouver dans les rapports des fragments de vie, entre guillemets, des bouts de récit qui vont progressivement former l'image de la victime idéale. Les parents sont décédés, il a vécu de la maltraitance, des injustices, il a souffert sur la route, il a subi des violences sexistes et sexuelles, il a des problèmes de santé, il a été exploité, victime de traite, etc. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Léonore Lequen,
qui a travaillé sur les affaires Fritzl et Guardo, qui sont des affaires qui ont été très médiatisées sur des cas d'inceste. Et elle démontre, donc dans les deux cas, les deux femmes ont été maintenues pendant des années par le père qui leur a fait des enfants, etc. Elles ont été séquestrées, voilà, pardon, je cherchais le mot, par leur père. Et donc deux affaires très médiatisées. Et elle étudie le traitement médiatique de ces deux affaires. Et elle montre qu'il y a une corrélation entre le traitement médiatique d'un crime et la représentation de la vraie ou de la fausse victime. D'un côté, on a Lydia qui, elle, parle, elle sort de l'anonymat, elle accuse, elle revendique. Et de l'autre, on a Elisabeth qui reste discrète, qui dévoile les faits dans un but altruiste, parce qu'en fait, elle rend visible sa situation uniquement parce que sa fille est malade et que, voilà, à la dernière minute, son bourreau, entre guillemets, va accepter qu'elle l'emmène à l'hôpital. Donc, elle se rend visible par altruisme. Son statut de victime, lui, est accordé par d'autres. Elle ne le revendique pas. Et en fait, ce que Le Ken observe, c'est que Lydia sera bien moins médiatisée qu'Elisabeth parce qu'elle est moins crédible. On va plus la soupçonner d'en rajouter, etc. Ce que j'ai fait des observations similaires, c'est-à-dire que lorsque l'évaluateur se retrouve face à ce qu'il estime être une vraie victime, entre guillemets, alors il va devenir porte-parole de cette victime. Et il va devenir porte-parole d'une cause. Et je reprends ici l'idée de Luc Boltanski, sociologue français. L'évaluateur transforme la scène de l'évaluation en espace de dénonciation. C'est-à-dire qu'il va, en accordant le statut de victime à l'évalué, lui-même s'engager comme défenseur. Il devient ici défenseur. Et du coup, il sera amené à faire une décision qui relève, pour reprendre le terme de Didier Fassin, qui relève d'un choix pathétique, c'est-à-dire un choix qui s'appuie sur le registre du pathos, des émotions, des sentiments. Et en fait, c'est un engagement qui peut aller, moi je l'ai observé, jusqu'à modifier ou inventer des éléments de contenu du rapport pour que ce rapport soit plus favorable aux jeunes. Ici, on peut évoquer deux sélections discrètes comme conséquence de cette justification par le besoin. D'une part, on constate de façon immédiate un effet de genre, c'est-à-dire que la prise en charge des filles est quasiment systématique parce que les récits de violence, notamment sexuelles, sont quasiment systématiques et donc entraînent très souvent en fait l'économie d'un examen plus approfondi de la trajectoire biographique. C'est-à-dire que parce que la jeune fille a souffert, parce qu'elle a été violée à plusieurs reprises, etc., alors on ne va pas rentrer dans les détails et on part du principe qu'elle doit être protégée. Ça, c'est le premier point. Alors que les garçons, eux, pour eux, la sélection sera plus sévère. Et puis la deuxième sélection discrète, c'est qu'on voit apparaître ici en fait l'image du MNA idéal, c'est-à-dire le jeune passif souffrant qui est en besoin de protection et qui en fait induit une corrélation entre le motif migratoire et la décision des évaluateurs. C'est-à-dire qu'on observe que le taux d'acceptation des exploités, par exemple, des jeunes qui ont migré dans le cadre d'un réseau de traite ou qui ont rencontré un réseau d'exploitation sur la route ou dans le pays d'arrivée, donc le taux d'acceptation de ces jeunes exploités, il est de 80%, alors que celui des envoyés, qu'on appelle aussi les mandatés ou migrants solidaires, ce taux est de 13%. Donc, il y a une différence de traitement qui est très claire et qui, ici, s'appuie clairement sur la distinction entre le migrant légitime, qu'on appelle le migrant illégitime, pardon, qu'on appelle le migrant économique, et le migrant légitime, perçu comme étant légitime, le réfugié politique. Alors même que, on le sait, hein, les travaux le démontrent, cette dichotomie fait complètement comment dire, est beaucoup trop étroite pour comprendre les caractéristiques contemporaines des migrations internationales.
Donc, ce qu'on constate, c'est que cet engagement pathétique de l'évaluateur, hein, à mettre entre guillemets, n'est pas sans conséquence. Et il est aussi limité parce que quand ce qui est perçu comme une vraie détresse devient dans l'imaginaire, dans la représentation de l'évaluateur, quand elle devient une souffrance feinte, c'est-à-dire quand le jeune est soupçonné d'en rajouter, d'en faire des caisses, de pleurer pour amadouer, etc., d'être trop en demande de reconnaissance de sa souffrance, d'être trop émotif. Du coup, là, la tragédie tourne à la comédie dans le regard de celui qui évalue et du coup à une mise en scène dramatisée, voilà, aux yeux de l'évaluateur. Et donc, on arrive au dernier schème de justification qui, à mon sens, va primer sur le reste. C'est la justification par la légitimité narrative qui fait de ce face-à-face entre évaluateur et évalué en fait une performance. Finalement, c'est cette légitimité narrative qui va déterminer l'impression d'authenticité qui sera ressentie ou non par l'évaluateur et qui du coup va accorder son crédit ou non à l'évalué. Il y a le récit, il y a les faits recueillis, mais la question c'est de savoir si on peut y croire à ce récit, si on peut accorder sa confiance. Et du coup, dans ce face-à-face, le jeune évalué doit tenir la face, entre guillemets. Il doit préserver une cohérence de soi. Et s'il y a fausse note, alors le jugement bascule dans le doute. Et ça peut se jouer à un mot, à une attitude, à un regard. C'est à la fois sur un jugement des énoncés, c'est-à-dire par exemple les détails de la migration en elle-même qui est passée au crible plusieurs fois, hein, et encore récemment on m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi lors de l'évaluation de la minorité on insiste autant sur le parcours migratoire. Le parcours migratoire n'a rien à voir encore une fois avec l'âge. Eh bien c'est précisément parce que on va aller juger et passer au crible cette trajectoire pour vérifier son caractère vraisemblable. Donc, d'une part, jugement des énoncés, mais aussi jugement de l'énonciation. Et là, on retrouve le modèle idéal de la parole pleine, de la parole authentique, de la parole spontanée, libérée, entière, qui est voilà, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un idéal très présent depuis les années 90-2000, notamment dans la protection de l'enfance. Et donc, quand on étudie la construction de la légitimité ou de l'illégitimité narrative, ce qu'on constate, c'est que le doute dans ce face-à-face de l'évaluation, le doute n'est pas seulement un instrument critique, mais il est une arme. Il a une fonction structurelle, dans le sens où il est une mise en doute totale. C'est-à-dire que quand le doute émerge sur une des séquences du récit, il peut recouvrir l'ensemble du récit. Et même, je dirais plus, il peut recouvrir l'ensemble des jeunes que ce jeune évalué représente. Par exemple, l'ensemble d'une nationalité. Et puis, on peut aller au-delà. En fait, quand il y a le soupçon qui pose sur un jeune mineur isolé, eh bien, ce soupçon va avoir des conséquences sur le traitement de tous les autres mineurs non accompagnés, quel que soit l'âge qu'ils allèguent. Donc, quelque part, on voit ici que le doute dans le traitement des mineurs non accompagnés, au fond, c'est le seul point de certitude. Ça va être l'outil qui va permettre de cribler, qui va permettre d'analyser, de juger et donc de faire ce tri qui est demandé par l'institution. Voilà, et du coup, un même évaluateur qui parfois peut se faire défenseur, dénonciateur, porte-parole d'une injustice, peut devenir en un instant accusateur. Et ces accusations, il faut en percevoir le poids symbolique pour les jeunes qui vivent cela comme une forme de criminalisation. Et ça, on l'entend souvent, hein. Ils ont l'impression d'être traités comme des criminels parce qu'on va voilà, accuser des tentatives soupçonnées de mentir et donc du coup derrière d'instrumentaliser.
Avec l'étude de ces 5 manières de justifier l'accès ou le non-accès au droit, on constate que les arguments mobilisés reposent sur des oppositions qui dépassent de loin la binarité mineur-majeur. On retrouve des vieux couples de distinctions qui viennent construire l'illégitimité des mineurs non accompagnés sur notre territoire, sur le territoire français. Donc des vieux couples de distinctions, comme je l'ai évoqué, le migrant économique, réfugié politique, la victime et le coupable, la bonne victime, la mauvaise victime, le pauvre méritant, le pauvre non méritant, etc. Et en fait, les acteurs de l'évaluation héritent de ces couples d'opposition qu'ils ont intériorisés dans leur représentation et qui se traduisent, qu'ils extériorisent dans leurs actions, dans leurs jugements et dans leurs décisions. Alors, du coup, quand le mineur non accompagné parvient à accéder au dispositif d'évaluation, ce qui n'est pas le cas de tous, ça c'est un autre sujet, mais quand il parvient à accéder au dispositif d'évaluation, il est confronté à cette injonction à se dire, à se raconter, à se mettre en récit de la bonne manière. Et cette injonction, il ne peut pas y échapper s'il souhaite accéder à ses droits. Et donc, du coup, il doit anticiper les attentes et les critères implicites variants de ceux qui les jugent pour exposer, entre guillemets, les bons indices et correspondre à l'image idéale du MNA. Alors, j'ai repéré quelques disons, quelques schèmes, quelques traits, voilà, attendus, anticipés du MNA idéal, entre guillemets. Donc, avoir été scolarisé dans le système scolaire national et non coranique et présenter un niveau scolaire similaire à celui d'un jeune Français du même âge. Ne pas être d'une nationalité qui est surreprésentée, c'est-à-dire qui est très nombreuse sur le dispositif d'accueil, ou qui est accusée de ne pas correspondre aux normes notamment de l'enfance. Ne pas reproduire les comportements estimés stéréotypés pour une nationalité, être manifestement petit ou présenter le comportement d'un infirme, faire preuve d'une effervescence occupationnelle, c'est-à-dire se montrer comme un pauvre méritant et poli, rester spontané mais cohérent, c'est-à-dire présenter des données factuelles mais sans les avoir préparées à l'avance, faire part de ses souffrances sans tomber dans la dramatisation ni dans la revendication du statut de victime, provoquer de l'émotion, de la compassion, sans être accusé de tentative d'instrumentalisation. Du coup, on peut conclure que ce qu'il est demandé au MNA, aux mineurs non accompagnés, c'est d'entrer dans une catégorie migratoire du migrant vulnérable, et cette catégorie est extrêmement étroite. Et on leur demande de répondre à des normes, à des exigences qui sont peu explicites, qui sont peu compatibles, puisque un critère parfois est utilisé dans un sens et parfois dans l'autre. Et donc, on leur demande d'improviser face à un dispositif qui les met à l'épreuve et qui leur reproche à la moindre fausse note une parole incohérente. Et ce que j'ai observé, c'est que ça pouvait avoir pour conséquence une forme d'ébranlement, d'éclatement narratif, ce qui va se traduire chez ces jeunes évalués par le choix de garder le silence, par le choix de dissimuler certaines informations, voire de transformer certaines informations. Et en fait, c'est précisément cet éclatement du soi narratif qui va devenir un objet de reproche, un objet de décrédibilisation de ces jeunes. C'est-à-dire que parce que ils gardent le silence, parce qu'ils dissimulent, etc., alors ce sont des menteurs qui cherchent à instrumentaliser. Ils ne sont pas mineurs. Moi, ce que j'argumente, c'est que ces comportements, signes de l'éclatement narratif, et donc produits par le dispositif lui-même, seraient moins le signe d'une tentative d'instrumentalisation du dispositif qu'une tentative de préserver une partie de leur identité narrative, de protéger un morceau de leur histoire, un morceau de leur récit en le soustrayant au regard de l'évaluateur, en le soustrayant à ce dispositif qui a tendance à les déposséder de leur propre récit. Mais ce qu'on constate, c'est que du coup, ces comportements sont très souvent interprétés comme des indicateurs de dissimulation, et donc ça mène au refus, au rejet du jeune. Et ça provoque l'entrée dans des carrières de précarité. C'est-à-dire ça provoque, ça produit de la précarité, puisque la précarité, l'errance, ne concerne pas seulement les jeunes marginalisés, hein, les jeunes errants,
qui n'accèdent même pas au dispositif d'évaluation. Je pense par exemple, voilà, aux jeunes Marocains, etc., dont on entend pas mal parler. Mais ce que moi j'ai observé, c'est que le dispositif d'évaluation, lui aussi, produit de la précarité, produit de nouvelles situations de précarité. À différents moments, en fait, sur différentes failles du dispositif. Il y a des jeunes qui sont refusés d'emblée, c'est-à-dire qu'ils ne seront même pas évalués et sortis directement positifs. Certains continuent d'alléguer une minorité alors que celle-ci est contestée. Et du coup, ils vont s'inscrire dans une situation du ni mineur ni majeur, un vide juridique dans lequel en fait le jeune continue d'alléguer une minorité et donc n'a pas accès au dispositif de droit commun, comme le 115 par exemple, et en même temps, les services départementaux ne reconnaissent pas la minorité et donc refusent la prise en charge. Il y a des jeunes qui sont en cours d'évaluation, qui ne sont pas mis à l'abri ou mal mis à l'abri, comme en hôtel social par exemple. Hôtel social qui a été, et la loi Taquet l'a rappelé tout en maintenant la possibilité de l'utiliser, hein, mais la loi Taquet a rappelé que l'hôtel social n'était pas une solution d'hébergement adaptée aux mineurs. Et puis, vous avez des jeunes qui sont réévalués une fois envoyés dans le département d'accueil. La réévaluation, très souvent, mène à un refus, à une contestation de la minorité et donc à une sortie du dispositif. Et puis, voilà, il y a également des jeunes qui sont reconnus mineurs, placés dans un département et ce placement socio-éducatif apparaît comme inadapté et donc pas suffisamment protecteur. Donc, voilà, différentes étapes comme ça qui en fait montrent comment ce dispositif d'accès à la protection produit de la précarité. C'est le cas notamment de Youssouf. Je terminerai sur le cas de Youssouf. Youssouf, jeune ivoirien, il a quitté la Côte d'Ivoire à 11 ans. Il est resté 4-5 mois à la rue à Paris et en région parisienne avant d'obtenir une protection. Donc Youssouf d'abord avait été évalué mineur par une expertise médicale en Bulgarie, ensuite majeur pendant un entretien à Paris, mineur pendant un entretien à Créteil, majeur pendant une expertise médicale à Créteil et mineur durant une audience auprès du juge des enfants. Quand il arrive, moi, quand je le rencontre, il va être très rapidement hospitalisé. Et là, je cite un médecin du COMED, il souffre de douleurs dans tout le corps, il fait des cauchemars, n'a pas d'appétit. Dans une situation d'insécurité générale, autant psychique, économique que sociale, Youssouf est parfaitement incapable de penser l'avenir. Il doit reprendre confiance, retrouver des repères stables. Youssouf souffre de profondes névroses de l'exil. Ses douleurs sont des somatisations, des signes corporels d'une souffrance psychique importante. Il ne sait pas si sa mère est vivante, il a connu la solitude, l'humiliation, la misère extrême. Il est épuisé et a besoin de stabilité pour ramasser sa vie. Donc le cas de Youssouf, qui en fait est loin d'être anecdotique, hein, c'est un cas parmi beaucoup d'autres, mais ce que ce cas nous montre, c'est que l'apprentissage du fonctionnement des institutions qui sont supposées le protéger, cet apprentissage s'est payé au prix de l'épuisement. Youssouf doit, entre guillemets, ramasser sa vie. Le terme épuisement, il est intéressant. Étymologiquement, le terme épuisement signifie réduire complètement. C'est une opération qui vide, qui use jusqu'au bout la personne. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de la capacité physique du jeune qui est excédé par l'épreuve rencontrée, mais c'est aussi une disproportion insupportable entre les événements vécus qui ont vidé, qui ont réduit Youssouf, et un dispositif qui n'est pas parvenu à garantir ses droits fondamentaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.